Apéro spécial Sixers. Les Philadelphia Sixers, dans la ville de l'amour fraternel et du process. To process or not to process? That is the question. C'est la question du jour, tout à fait. Nous sommes dans la ville de l'amour fraternel et, objectivement, au moment où cette vidéo est tournée, dans la pire équipe de la conférence Est. De la Ligue? Ah, pardon. Non, c'est pas le pire bilan. Attends, bouge pas. Si. Si. Eh mon gars, Je faisais la le sieste. Jazz est en 3-10. Moi, Le Jazz a j'applaudis. une win de plus. Moi, j'applaudis le début de saison des Sixers. Pire bilan à égalité avec les Wizards. Faut quand même mettre Du mettre respect sur Washington. l'église au milieu du village. Enfin, toutes ces expressions là. Il faut mettre le curé au centre de l'église. Voilà. D'où la question. Hein. Alors, on tank? Alors on tank bien évidemment que non, mais on a plein de choses à devoir débriefer sur cet excellent début de saison des Sixers. On se calme, les fans de Philly, je sais que vous attendiez certainement. Ah non, est-ce que ça va être le contre-cœur? Est-ce qu'on va lancer la machine? Est-ce qu'on a des choses positives qui peuvent nous permettre Lancer la machine. de nous projeter dans quelques Faut semaines? déjà avoir une machine. Ah tout à fait, il faut déjà avoir un lancé. Ça va être un peu le sujet. Non, mais ça va être un peu le sujet. Oui, bien sûr, plein de choses à devoir décortiquer puisqu'au moment où cette vidéo est tournée, mesdames et messieurs, les Sixers sont donc sur 11 défaites sur leurs 13 premiers matchs, 2 victoires, 11 défaites hier soir. Magnifique défaite sur le parquet du Heat de Miami, retrouvailles entre Le fruit Jimmy d'une Butler. très belle deuxième mi-temps, tout en maîtrise. Le fruit d'un match, ma foi, parfait, avec Non, la un beau première mi-temps, t'es démarrage. dur. La première mi-temps, ça va. Rien. Ouais, Première voilà. mi-temps, ça démarre, et puis après, de la grosse merde. Et donc, un peu symbolique de ce début de saison où il y a vraiment des performances déprimantes. J'ai même vu des fans des Sixers qui m'ont dit on n'a pas été aussi déprimé depuis la série face aux Raptors, on n'a pas été déprimé depuis le game perdu final face aux Celtics en finale, époque Doc Rivers, etc. Plein de choses à devoir décortiquer. Bien évidemment, plein de gens, je crois, Alex, s'attendaient à ce qu'on s'occupe de ces Sixers. Après un lundi, ma foi, tout à fait calme sur la sphère NBA. Et est-ce qu'il y a des joueurs surcotés dans cette équipe? On vous laisse répondre à cette question. Pour Bastien et moi, il y en a un quand même. Mais il n'y en a pas deux. Mais il y en a un. Bref, ça c'est un autre sujet. 2 victoires, 11 défaites. 2 très belles victoires en overtime, les deux. Arrachées. Une contre les Pacers et une Les Hornets. contre les Hornets. Merci Gershon. Merci McCain. Tout à fait. Les Sixers, au moment où on fait cette vidéo, ont le pire rating offensif de la ligue. Alors on va me dire, oui, mais Embiid, il a joué que 3 matchs et tout. Alors, Oui. est-ce que c'est une circonstance atténuante ou est-ce que c'est une circonstance aggravante pour le dossier? On va en discuter. Non, c'est vrai. Bien sûr. Maxi a été blessé. Il est clair qu'on est quand même obligé, je veux dire, de... Bon, 30e rating offensif, t'as seulement le 17e rating défensif, t'as un net rating dégueulasse de moins 1009, 28e. T'as une pace assez lente. Ça, plutôt logique, je pense, par rapport aux joueurs que t'as dans ton équipe, c'est plutôt logique, enfin, je pense. Hein. Et donc, effectivement, premier truc évident, qui peut expliquer, mais seulement une partie de ce très mauvais début de saison, c'est le côté infirmerie qui désemplit pas. Embiid, Paul George, forfait en début de saison. Au moment où on parle, Embiid a joué que 3 matchs, Paul George en a joué 7. Je viendrai sur leurs statistiques. Ressenti après. 0. Voilà, mais je viendrai sur les statistiques, parce que le problème, c'est les statistiques. Maxi, qui faisait pas un si beau début de saison que ça, notamment un peu compliqué au tir, mais qui au moins était là, jouait et essayait de produire, mais il a joué que 7 matchs, il s'est blessé, ça fait déjà 6 matchs qu'il n'est pas là. Après, quand Maxi se blesse, les Sixers sont en 1-6. Et donc depuis, ils ont fait 1-5. Donc tu vois, genre, bon, ça n'a pas été révolutionnaire. Quand le meilleur joueur des Sixers se blesse, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. C'est lequel tu parles? À vous de compléter cette phrase. Voilà, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est quand même assez désastreux et beaucoup de choses à dire. Parce que il y en a évidemment, sachez-le, on va sortir un peu le bazooka parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal. Il y a des mauvais débuts de saison. Il y a des choses parfois qui sont compliquées. On s'est occupé des Bucks récemment. On voyait des choses qui étaient très troublantes au niveau des rotations, au niveau du staff. On peut pas dire que ça soit l'extase. Hein, non, attention, mais les Sixers rêvent d'être les Bucks à l'heure actuelle. Ouais, enfin, ils sont pas non plus tellement loin. Non, tout à fait. Je dis ça en rigolant. Les Bucks, en vrai, 5-9.
Bon. 5-9, ça redresse un petit peu. C'est vrai que 5-9, par rapport aux 2-11 des Sixers, tout de suite, t'es plus sur la même planète, quoi. Quand tu termines les Rockets qui sont chauds à la maison comme les Bucks l'ont fait récemment, c'est un signe positif que les fans des Sixers rêveraient d'avoir sur ce début de saison. En fait, c'est ça. Tu mets le doigt sur un truc très intéressant qu'on va détailler dans cette émission. C'est dur en préparant. J'ai eu du mal à trouver du positif. Ah, j'en ai. Du positif. Ah ouais. Des circonstances atténuantes où on comprend le côté blessure, notamment là, l'infirmerie. Bon bah oui, évidemment, Embiid blessé, Paul George qui peut pas démarrer la saison. Ensuite, Maxi qui se blesse quand Paul George revient. Grosso merdo, ils ont fait quoi, un match ensemble, je crois, un truc comme ça, ou deux peut-être. Enfin voilà. Paul George qui a beaucoup de mal à se mettre en route, ça on va en parler, mais il a beaucoup de mal à se mettre en route. Embiid, il est pas en route, hein. Il a joué 3 matchs, mais Bah tiens, Embiid qui t'appelle là. Il a joué 3 matchs, mais en gros, il peut pas. Non, on va en parler en détail de Joel et du dossier. C'est compliqué, c'est très compliqué. Moi, pareil, en préparant, en fait, j'essayais j'ai vu, malheureusement, j'ai vu tous les matchs des Sixers depuis le début de saison. J'ai surtout, et je te propose qu'on démarre par là, non seulement j'ai vu les matchs, mais j'ai vu aussi ce qui se passe en dehors. Oui. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà des blessures, quand on refait le retour un peu en arrière, donc installez-vous, fans des Sixers, on a démarré la saison dans un contexte qui était en septembre plutôt hype, Maxi, Paul George, Embiid, voyons voir la précision, etc. Et à la veille du début de la saison régulière, j'ai un souvenir, mais brutal, de l'ambiance. Pourquoi ? Parce que on avait donc toutes ces attentes. En plus, il y avait oui, c'est ça, je dis pas de conneries. Il y avait un Sixers Bucks attendu à la maison. On demandait ce que ça allait, Après le Sixers Bucks, bon, il y avait ni Embiid ni Paul George. Il y avait ni Embiid ni Paul George. Mais ce qui m'avait choqué, et je suis obligé de commencer par là, c'est que lors des derniers playoffs, Joel Embiid a joué blessé. Oui. Indéniable. Jambes plus œil plus tout la totale. Bon, la saison s'est terminée assez tôt pour les Sixers. Oui. Tu me dis. Joel Embiid, on l'a vu avec Team USA à Paris notamment et à Lille, jouer avec eux dans une certaine condition physique. Ça avait l'air d'aller, hein. Mais il était là. Et on l'a vu notamment faire un très très gros match contre la Serbie, magnifique. Où il a gagné sur ce seul match la nationalité américaine. Franchement, il les a sortis d'une très très grosse merde. Un des meilleurs matchs de Embiid, en tout cas même dans l'ensemble de sa carrière. Jokic. Tout à fait. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'on s'est pointé en pré-saison au camp d'entraînement et Nick Nurse a dû tout de suite rendre des comptes logiques auprès des médias sur l'indisponibilité de Joel Embiid. Qu'on s'attende à ce que Joel Embiid ne fasse pas de la pré-saison pour le maintenir parce qu'on veut garder les jambes prêtes. Ok. Qu'on se dise, comme on l'a vu avant que la saison démarre, qu'il y allait avoir une certaine gestion sur les back-to-back où il y a eu des papiers qui ont sorti en disant qu'il ne jouerait peut-être plus dans sa carrière des back-to-back, etc. Soit. Mais la veille de la reprise de la NBA, ah non, mais c'est sûr. d'avoir l'annonce, quelques jours après que Paul George soit blessé en pré-saison, je crois que c'était contre Atlanta, que Joel Embiid n'allait pas jouer. Spoiler, sur cette émission, ce ne sera pas sur Embiid. Beaucoup de gens vont prendre, parce qu'il y en a beaucoup. Mais je voulais commencer par les Sixers et avoir ton avis, parce que... Par Embiid, tu voulais commencer par Embiid. Je voulais commencer par les Sixers d'une manière générale, pardon. Parce qu'en fait, le sujet Embiid, c'est l'organisation Sixers. Là où j'ai un gros problème, c'est que la façon dont la franchise... Ça a mené d'ailleurs une investigation de la NBA, hein, ne l'oublions pas. La NBA a fait une investigation en début de saison pour voir comment ça se tramait avec les blessures de Embiid. J'ai l'impression de revivre les pires années des Bulls avec Derrick Rose, etc. parce que la franchise des Sixers n'est pas claire. Et on a vu du coup, et moi c'était un des moments les plus forts. Récemment, les Clippers, là, ce qui est sorti sur les Clippers avec Kawhi, avec Kawhi et compagnie, tout à fait. J'ai eu le sentiment que Nick Nurse était mis au bûcher en lui demandant, et on va s'occuper de Nick Nurse après, mais en lui demandant que se passe-t-il avec Joel Embiid. Et il y a un moment où il a dit, je sais pas quoi vous dire en fait les mecs. Mais en même temps, probable que ça soit vrai. Je veux dire, c'est pas pour excuser Nick Nurse, hein. Possible que ça soit vrai, qu'en fait. Que soit vrai. Bah, il sache pas quoi dire, quoi. Ouais. Nick Nurse, c'est un head coach. Il n'est pas en front sur la gestion des blessures. Enfin, je veux dire, c'est pas son taf du quotidien. C'est pas à lui de gérer ça. Lui, il a une équipe globale à faire tourner. Il a des jeunes à intégrer. Il a Maxi, c'est quoi son rôle? On lui met Paul George, donc très bien, machin, mais comment il joue? Nanana. Ah, Paul George se blesse pendant la pré-saison. Et en plus de ça, il a l'incertitude Embiid. Oui. Donc c'est sûr que la communication est pas ouf là-dessus.
bon, tu dis la NBA a fait une investigation et tout, ok. Mais surtout, je pense que ça dénote un gros sujet, c'est Embiid encore blessé. Là, il revient, mais il est pas à 100%. Il faut appeler un chat là. Il a l'air tellement pas en confiance avec son corps. Là, c'est sûr, il est pas à 100% du tout là. C'est vrai, hein, je veux dire, ça sur le terrain là, c'est genre parfois même là, moi dans le match d'hier contre le Heat, de la nuit dernière contre le Heat, franchement, j'étais là, genre, est-ce que vraiment c'est raisonnable de le faire jouer là? Tout à fait. Vraiment, je me dis attends, c'est pas possible, il a pas l'air bien, les appuis, ça va pas du tout, les déplacements, c'est très compliqué, le shoot, bah du coup, si t'as les appuis qui sont pas bons, c'est compliqué de rentrer des tirs. On est en novembre. Il ose pas aller au contact, enfin. Genre là, on est en novembre. C'est chaud. Non mais c'est ça. Donc non mais ce que je veux dire, oui, on est en novembre, c'est relou, mais en plus je me dis bon bah c'est quoi l'histoire? Ils ont précipité un peu son retour parce que c'est la merde. C'est lui qui a dit je joue, tant pis, on verra bien. C'est quoi l'histoire? Parce que moi il m'a pas l'air prêt à jouer, vraiment. Pas tout prêt à fait. À jouer pour moi. Je te suis là-dessus sur le sujet. Embiid, quand on le voit jouer, même si ce sont que quelques matchs, il a pas du tout l'air en confiance. Autant en défense il peut être là, mais en attaque, moi j'ai l'impression que il même en pas défense, sur ses cannes. En défense, parfois, il a essayé. Genre au rebond, tu vois, par exemple, bon, bien sûr. Ça fait partie de la défense, hein, le rebond quand même défensif. J'ai trouvé que. Moi, je trouve pas en confiance du tout. Non, il ose pas aller au contact, là, ça se voit. Ouais, clairement. Et donc, il y en a qui en profitent. Oui, ça c'est sûr. Donc, du coup, déjà de base, tu ne sais pas trop ce qui va se passer, et c'est la pierre centrale des Sixers. On peut dire ce qu'on veut, on a fait des classements pivot et tout. Si Embiid n'est pas à un certain pourcentage de ce qu'il peut être, tu peux pas faire tourner, c'est pas possible. Tu peux pas faire tourner ces Sixers-là sans un Embiid en forme. Ah non. D'ailleurs, on l'avait vu là, l'année dernière, avant qu'il se blesse, quand il était en course pour être MVP encore et tout, machin. Il était devenu la pierre angulaire offensive. Ça s'est pas été devenu, mais il était devenu encore plus, parce qu'il avait vraiment, il a fait une très belle progression sur son jeu de passe et tout, sa capacité à faire les bons choix quand il est pris à deux, à tirer les défenses et tout. Là, le problème, c'est que tu joues pas avec Embiid, là tu joues avec, je sais pas, Mason Plumlee, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est compliqué, c'est Greg Monroe, tout à fait, c'est un peu compliqué, et c'est vrai que l'idée, c'est pas de tout axer sur Embiid, parce qu'il y a plein de gens qui sont responsables de ce mauvais début de saison. Mais il y a un flou qui est pas élucidé, là, sur la situation physique de Embiid, la façon dont c'est clair avec son staff, puisque Nick Nurse publiquement a dit « je ne sais pas quoi vous dire ». Il le fait jouer, Nick Nurse, il le met titulaire en attendant. Bien sûr. Et il a eu quoi, 32 minutes, hein. Enfin je veux dire, il a eu un vrai temps de jeu. Tout à fait, hein. alors qu'en soi, c'est pas genre restriction de minutes, il a joué que 14 minutes, tout ça, non. Et là on pourrait mettre en soi une parenthèse sur le match d'hier, parce qu'il devait peut-être pas jouer à la base, il était malade. Mais même les précédents, je crois que c'était Orlando et tout. Mais alors il a joué 32 minutes, donc faut savoir. Complètement. Mais même le staff au global, c'est-à-dire que la franchise, je ne savais pas, moi, en début de saison, que Embiid était dans cet état-là. Moi, je m'étais dit, sincèrement, Alex, je m'étais dit que la pré-saison, il le conservait, mais qu'il allait être à fond pour l'opening et pour le mois de novembre. Mais pas du tout, en fait. Non. Enfin, là c'est chaud. Non, mais il n'est pas prêt. Et moi, je te dis, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est ce qui me dérange le plus. Le flou dont tu parles. Par contre, il y a un truc qui n'est pas flou, c'est qu'il n'est pas prêt. Ça se voit. Il n'y a pas besoin d'être expert. Hein. Oui. Là, ça se voit, il n'est pas prêt. Ouais. Voilà, là, il n'y a pas de flou. Là. Il y a un flou sur sa situation, qu'est-ce qu'il a, quels sont les délais, machin, tout. Ok, là, il y a un flou. C'est une gestion bizarre de la blessure. En revanche, sur le terrain, il y a zéro flou. Ouais. Il n'est pas prêt. Voilà. Et ça, c'est un problème. Moi, je pense qu'il ne devrait pas jouer. Je pense qu'il devrait être mis out indefinitely, je sais pas quoi. Il a mal au genou, il a mal où. Ça ne devrait plus être flou. Être soigné, machin et tout. Mais pour moi... Parce que ce que je veux dire par là, c'est que le fait de le faire jouer et de le mettre titulaire, ça entretient ce flou. On se dit mais toi-même, t'as tweeté hier, avec la photo d'Embiid, ah bah il est là, ou je sais pas ce que t'as dit là. Bien sûr. Ah bah non, du coup c'est bien la preuve qu'il est sur le terrain. Ouais, il est sur le terrain, bah oui, voilà, mais tu vois, mais il peut pas jouer. Enfin, non, mais il peut pas jouer. Il est pas prêt. Embiid n'a pas l'air prêt du tout. Et c'est pas forcément quelque chose par rapport à lui de dire parce que parfois on l'a fait avec certains joueurs. Après, c'est aussi à lui de faire en sorte d'être prêt. Hein. C'est un professionnel, il a 30 ans, il est dans la ligue depuis un paquet d'années. Je ne sais pas comment se sont passés les 6 derniers mois. C'est-à-dire entre le moment où la fin de série contre les Knicks a eu lieu, les Jeux Olympiques et le début de saison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment ça s'est déroulé. J'ai revu les déclarations de Nick Nurse mi-octobre où il disait il n'y a pas eu de setback. Parce que moi j'avais peur de ça, tu sais. Un mec avec un profil comme ça. Une setback, est-ce bien sûr? Parce que là, quand on le voit sur le terrain, est-ce bien sûr? Auquel cas, si ton coach
dit qu'il n'y a pas eu donc de setback pour ceux qui l'ont pas, c'est vraiment de rechute dans sa rééducation par rapport au genou. Si ton coach dit publiquement qu'il n'y a pas eu de soucis par rapport à ton retour sur tes 2 cannes, mais que visuellement, quand on regarde sur le terrain, on dit genre t'es sûr, Niki? Parce que là, franchement, il a quand même pas l'air bien du tout. Moi, je te suis. Il y a une part où j'ai envie de le voir plutôt se reposer et se mettre à 100%. Il y a la part de compétitivité de Embiid qui a envie aussi d'être sur le terrain parce qu'il veut se défoncer pour la ville. Ce qui d'ailleurs était un sujet du début de saison quand il y a eu l'embrouille avec un journaliste parce qu'il y a un mec qui a fait un article absolument nauséabond en commençant à mélanger les histoires de famille de son frère, de son décédé, fils, son frère décédé et de parler de son enfant. J'avoue que c'était franchement dégueulasse. Et donc du coup, ça, on joue depuis 1 mois, ressenti 5 mois de fatigue des Sixers. Et là encore, on n'est même pas sur le parquet, parce qu'on va pouvoir y rentrer. Hein. Mais avant même de rentrer sur le parquet, tu as un Embiid qui n'est pas en situation très loin de 100%. On ne parle pas de 80% là. Je veux dire, là, pour moi, il n'est pas prêt à jouer. Il n'est pas prêt. Il ne devrait pas être sur le terrain. Ensuite, par rapport aux promesses que tu t'étais faites, je pense qu'on peut en parler maintenant. Paul George, qui a été merveilleusement mis en avant ce lundi. Pour le moment, le Paul George qui a été signé et subtilisé des Clippers, c'est George Paul, puisque non seulement les choix de shoot, les cohésions avec les coéquipiers offensivement, il y a des flashs, le premier carton contre Miami, mais sinon il y a beaucoup de shoots qui font brique. Hein. Il est à combien? Il est à 20% à 3 points. Ah ouais, non, puis il est même pas à 40% au tir global. Ça va pas du tout les choix de tir. Alors évidemment, comme il n'y a pas Maxi, et que Embiid est un peu un fantôme, les défenses se focalisent sur lui. Non, mais il y a des critères à mettre en avant. Mais bien effectivement, ce Paul George-là fait pas plaisir. Le seul point où on voit bien et on imagine et on aurait envie de voir avec Maxi et Embiid à 100% ce que ça peut donner le trio et tout, c'est qu'effectivement, Paul George amène une qualité de tenir la balle, d'expérience, de la créativité. Il fait 5-6 passes par match. Il essaye de faire jouer les autres et tout. Le problème, c'est que lui-même, il a du mal à peser lui-même. Là il n'y est pas, ouais, tout à fait. C'est chaud. Il s'était blessé pendant la pré-saison, donc Paul George, pareil. Il y a quelques moments de flash. Mais lui, j'ai envie de dire, il n'est pas tout à fait prêt, mais il revient d'une blessure et il va l'être. Je suis confiant dans le fait que... sur Embiid. Pareil. Je suis confiant dans le fait que Paul George, ça va monter en température. Je pense aussi. Tu n'as pas Tyrese Maxey. Donc c'est vraiment l'accumulation des merdes et des merdes et des merdes, puisque de toute façon, Tyrese Maxey, tu peux pas compter sur lui. Certes, tu le disais, il y avait de la maladresse au shoot. Le pauvre, on lui donnait toutes les munitions à volonté. Et en plus, il a changé de gestuelle un peu pendant l'été, tout ça là. Et encore, j'ai envie de dire, la seule victoire convaincante, parce qu'il y en a que 2. Hein. C'est Tyrese Maxey qui va la chercher. C'est Tyrese Maxey qui va à Indiana pour nous faire un match. Il n'est pas tout seul, hein, mais il te fait un match de malade. Mais il t'en plante 45 en disant bon allez, la saison elle démarre ce soir. Celle-là. Ouais. Et t'as que d'ailleurs, c'est du coup Maxey en fait il a joué que 7 matchs. Hein. Tu vois, c'est pas beaucoup non plus sur les. Non 13. Mais ils ont aucun automatisme. T'as que qui ont joué les 13 matchs depuis le début de saison. Tu as Kyle Lowry. Bon. Et on va en reparler. Oui. Tu as Kelly Oubre Jr. Et on va en reparler. Voilà. Tu as Caleb Martin. Caleb Martin, il est en concurrence avec Kelly Oubre Jr. pour savoir lequel des deux aura les pourcentages les plus horribles au tir. Non mais attention, il se livre une petite bataille assez savoureuse. Ensuite, tu as Jared McCain, le petit rayon de soleil quand même de ce début de saison. Ouais. Et le rayon de soleil bleu-blanc-rouge de Philadelphie, Gershon Yabusele, qui a joué aussi avec un temps de jeu variable. Mais par exemple, au moins lui, il a des pourcentages au tir qui ressemblent à des pourcentages au tir. Oui, et puis bien sûr. Et puis il y a les trucs qui sont pas sur la feuille de stats. Je veux dire, il se bat énormément. Il y a eu d'ailleurs à Philadelphie. Il essaye. C'est des matchs où il y a du hustle de Gershon qui va aller chercher du rebond offensif, qui se bat dans tous les sens et qui apporte du punch. Le deuxième match, premier match remporté, c'est à Indiana. Il y a du bon hustle de Gershon, donc avec Tyrese Maxey qui score 45. Le deuxième match remporté qui est contre Charlotte, c'est un McCain-Yabusele game, puisque Gershon Yabusele impact instantané. Je sais plus, il met 19 points, je crois, contre les Hornets, un truc comme ça. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Et donc là-dessus, Gershon, il fait son taf. Et d'ailleurs, Nick Nurse, c'est une des rares déclarations positives qu'il a pu faire sur le début de saison, c'est on va beaucoup plus compter sur Gershon Yabusele que prévu, parce que, purée, tu sais que l'ami français, là, l'ours qui danse, il a un bel impact en sortie de banc quand même. Ouais, et puis il est dans le délire, il s'applique au tir, parce que c'est tout un... Après, évidemment, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est quand il te manque tes meilleurs joueurs, tu demandes à tes gars qui sont censés avoir moins de responsabilités de prendre plus de tirs. Là, j'étais en train de regarder les stats, mais est-ce qu'on a vraiment envie? Et je sais que ce sont les circonstances actuelles, hein, même si j'aime beaucoup
ce joueur, mais est-ce qu'on a vraiment envie que Monsieur Kelly Oubre prenne 12-13 tirs par match? C'est beaucoup, je trouve. Bah, c'est qui les prend s'il les prend pas? Mais c'est ça, en ce moment, il n'y a pas le choix. Tyrese Maxey, avant de se blesser, prenait quasiment 24 tirs par match. Il faut. Le pourcentage était dégueu, mais il était tout seul, il n'avait pas le choix. Paul George, depuis qu'il est revenu, prend un peu plus de 14 tirs par match. Et Embiid, preuve, vraiment, s'il en fallait encore une, absolue, qu'il n'est pas du tout dedans, c'est qu'il prend que 12 tirs par match, il en met que 32%. Putain, c'est un calvaire. Non, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué quand même. Tout à fait. Et après, le jeu de domino qui est évidemment atroce pour les Sixers, c'est que quand tu peux pas compter sur ces gars-là, il faut que tu comptes, ou que tu puisses compter sur les autres. On a fait les 30 prix en 30 jours en faisant le tableau des arrivées des Sixers, un truc, j'étais un fourgon, Kev Martin, Kirshon, Paul George. Je veux dire, on savait qu'il y avait Maxey, Embiid, le retour de Lowry et Ricky Council peut-être, dont on pourra reparler. Mais sinon, c'était du nouveau. Kelly Oubre aussi, mais il y avait pas mal de nouveaux. Et en fait, qui parmi les vétérans est satisfaisant? Parce que McCain, c'est un rayon de soleil, et Gershon Yabusele, on peut en parler. Mais Lowry, désolé, il y a quelques 3 points 40, mais sinon, là, on y va. Là, il est vieux. Là, c'est l'heure d'y aller. Là, c'est l'heure d'y aller. Il peut pas avoir autant de responsabilités. C'est Eric Gordon. Remplaçant. Eric Gordon, c'est un remplaçant du remplaçant, normalement. J'en veux pas trop à André Drummond parce qu'il essaye, et parfois il a été bien, mais... Et pour en revenir à Caleb Martin et à Kelly Oubre, je les critique, et sur leur pourcentage au tir, il y a des choses à améliorer et tout, mais ils ne devraient pas être dans ce genre de situation. Ben non, l'un des deux devrait être sur le banc, l'autre devrait être un peu le remplaçant en forward, le temps de jeu devrait être plus équilibré, parce que et Paul George et Embiid devraient prendre plus de minutes, et après tu rajoutes les minutes de Gershon, et là tu as un front de courte qui se met en place. Mais c'est vrai que c'est d'ailleurs un des principaux problèmes de Nick Nurse. Nick Nurse, il a beaucoup de boulot devant lui, mais déjà pour bosser... Il est critiquable. Il est critiquable, tout à fait, mais déjà pour bosser, il faudrait qu'il ait un groupe un peu plus au complet. Alors, parce que là, c'est vrai que, c'est compliqué. Tout à fait. Je peux pas trop le défendre non plus, parce que t'as quand même le sentiment qu'il y en a beaucoup qui se demandent où ils doivent être et quelles sont les rotations. Il y a eu des 5 qui ont été mis sur le parquet par Nick Nurse, où tu te demandes vraiment si le but, c'est pas de perdre. Mais est-ce que... Je vois ce que tu veux dire, mais est-ce que c'est pas un peu, là aussi, on est encore sur un sujet de serpent qui se mord la queue, dans le sens où c'est une équipe, comme tu viens de le dire, où il y a énormément de joueurs arrivés pendant l'été, donc une équipe qui n'a pas eu le temps de se construire, qui n'a pas de continuité. Il y a un peu de camp d'entraînement. Et qui, du coup, tu enlèves les meilleurs joueurs et tu mets des blessures à droite à gauche, t'as pas de groupe, quoi. Les gars... Le coach, il essaye de donner des consignes. Les mecs, par définition, ne savent pas où ils doivent se positionner. On a un début de saison avec pas mal de blessures, pas que chez les Sixers. Tu as d'autres équipes. Regarde par exemple, les Suns. Regarde les Suns. Blessures. C'est la merde aussi, parce que pas mal de nouveaux joueurs, peu une faible continuité et tout, donc c'est compliqué. Mais par contre, tu as des équipes avec beaucoup plus de continuité. Orlando, blessure, ça joue. Pas de problème. Memphis. Alors c'est dur, ils gagnent pas les matchs et tout, mais tu sens qu'il y a un noyau, ça essaye de jouer et tout, tu vois. Et pourtant, Ja Morant il se blesse, enfin tu vois, genre il y a des... C'est des vrais... était out, Bane était out. C'est des vraies blessures, tu vois, des vraies blessures. Et donc, je veux dire, même les Raptors, ils ont pourtant perdu Scotty Barnes. Et Quickly aussi. Et pourtant, ils essayent, ça joue. Tu vois, donc ce que je veux dire, c'est que, et bien sûr que Nick Nurse doit mieux travailler que ça, et il y a des vrais sujets sur l'utilisation de certains joueurs, mais par contre, tant qu'il n'aura pas son groupe au complet, moi je pourrais pas être trop dur avec Nick Nurse, parce que là, compliqué quand même. J'ai juste une crainte pour Nick Nurse, c'est qu'en effet, circonstances atténuantes, il y a des blessés, etc. Mais il va falloir vite qu'il y ait un ou deux moments... positif, ou en tout cas ça va dans la bonne direction côté Sixers, parce que vu les attentes autour de ce groupe, s'il y a un siège qui saute prochainement, c'est le sien. Je sais que pour certains c'est dur à entendre, mais là moi, quand j'ai vu l'approche de la saison, le fait que, à mon avis, il a l'air ultra saoulé par la situation, Nick Nurse, et je dis pas qu'il est victime de ça, il est aussi acteur de ça, mais il m'a l'air hyper saoulé de par l'incertitude autour de certains de ses joueurs, leur présence et le peu de temps de préparation qu'il a pu avoir, qui est aussi de sa faute, mais qui est aussi dû au contexte. Donc je dis juste attention pour Nick Nurse, parce que franchement, là,
tu peux avoir une défaite à la con qui peut être celle du siège qui surtout chauffe. qu'en plus, on a vu là récemment les défaites récentes et notamment la dernière face au Heat où la deuxième mi-temps, tu marques que 33 points, t'en encaisses plus de 50. Enfin, t'étais à peu près à jeu égal à la mi-temps. Hein. Au final, tu perds de 17 ou je sais plus combien. Elle est symptomatique, vraiment très symptomatique d'une équipe qui va mal. Ouais, bien sûr. Ce genre de mi-temps, c'est symptomatique de. À un moment donné, Miami, Miami, c'est pas le grand Miami qui les a battus. Tyler Hero, il rate son match. Jimmy Butler fait un gros match. Énorme. Mais Bam Adebayo, très discret. Duncan Robinson, pas terrible au tir. Tyler Hero, ça rentrait pas trop alors qu'il fait plutôt un bon début de saison, mais là hier soir là, ça rentrait pas trop. Bon après c'est Spoelstra, l'autre il nous sort un mec, là, Drew Smith là, qui a impacté le match, un remplaçant et tout. Haywood qui était là aussi. Il y a Haywood Highsmith, tout à fait, qui sans trop scorer forcément, encore qu'il a mis ses 3 points, mais il a retrouvé sa rotation. Pèse exactement. Voilà, mais quand même, côté Sixers, ce genre de deuxième mi-temps, c'est sirène d'alarme, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, ça veut dire que tu sens qu'il suffit de... Il y a des équipes où il faut pousser très très fort pendant longtemps pour les faire craquer. Genre, bon courage pour faire bouger le Thunder. Mais plein d'autres équipes. Bien sûr. Là, les Sixers, tu fais juste... Et ça, regarde les Celtics, ils jouent sans Porzingis. Bien sûr. Je t'ai parlé, même les Raptors, même je sais pas, même des équipes moins fortes que ça, avec moins de certitude. Bon bah, elles ont un blessé. Je sais pas, les Pélicans. Atlanta. Regarde les Pélicans. On avait gagné à Bosseur qui avait pas Triangle. Voilà. Et les Pélicans. Ils ont une kyrielle de blessés. On a fait un apéro sur Zion et tout. Bon, je te dis pas que les Pélicans font un grand début de saison. Je te dis juste qu'on voit bien que qu'il y a quand même un noyau, des mecs qui se connaissent et qui ont envie de se la donner, qui essaient de gagner des matchs, quoi. Tout à fait. Moi, ce qui m'emmerde vraiment, c'est que je sais pas par où vraiment. J'ai une petite idée de par où commencer. Par où commencer quoi ? Pour que ça. Mais déjà, qu'est-ce que tu vises après une entame de saison aussi dégueu ? C'est quoi les objectifs que tu te fixes là ? T'es en 2-11 ? Ton entame de saison, il est dégueu. Ton franchise player, il est pas prêt, ça se voit. Ton gros recrutement de l'été, il va falloir qu'il se mette en route très très vite parce que sinon c'est relou. Et bon, Tyrese Maxey devrait pas tarder à revenir. Moi j'attends le retour du franchise player Tyrese Maxey. Non mais il devrait pas tarder à revenir. Franchement, il devrait pas tarder. Donc déjà, ça devrait faire du bien, ne serait-ce qu'en création. Tu mets Tyrese Maxey et Paul George, même si Embiid est pas en forme, tu devrais être meilleur en attaque déjà. Ah merde, quand même. La 30e attaque de la ligue en rating, merde. Pourcentage dégueulasse dans tous les sens. Oui, mais peut-être que Maxi, justement, il va débloquer des vrais espaces. Peut-être que du coup, Oubre et Caleb Martin vont avoir moins de tirs et mieux choisis, et ainsi de suite. Tout à fait. Première chose que je vise. Déjà, si j'étais Nick Nurse, je dirais, bon, les gars, on va pas se mentir. Si je faisais un petit peu le mec qui essaie de trouver des éléments motivants à droite à gauche, on en a parlé tous les deux en off. Calendrier bien chargé pour les Sixers. Ils ont pas forcément reçu les bons clients au bon moment. Ah putain, attends, ils ont un début de saison de vraiment très difficile. Enfin, je veux dire, là, j'étais sur le calendrier. C'est cool. Bouge pas. Donc, tu perds contre Milwaukee chez toi. Ça, parce qu'ils sont bien et c'est un des bons matchs de Milwaukee cette saison. Tu perds à Toronto, bon, voilà, c'est pas ouf. T'as battu Indiana en prolongue, donc t'étais en 1-2. Oui. Et là, il y a une série de défaites assez sérieuse de 5 défaites de suite. Contre Détroit, pas la meilleure. Contre Memphis, à Phoenix. Phoenix qui était quand même plus en forme que récemment. Ouais, ça joue finish. Chez les Clippers, bah ça se bat bien les Clippers. Et chez les Lakers qui font un sacré bon début de saison. Voilà. Ensuite, là, t'as battu Charlotte en overtime. Bon. Voilà. 2 victoires d'overtime. Et là, depuis, t'as perdu New York, Cleveland, qui est l'équipe la plus chaude de l'univers. Et tu perds à Orlando, à Miami. Le déplacement en Floride cette année, il est relou. C'est relou. Là-dessus, c'est le premier truc que je dirais, c'est... Calendrier difficile. Ok, bon. C'est quoi la suite? On a pris la tempête. Oh, bien sûr, vas-y. À Memphis, bon. Contre Brooklyn. Putain, c'est pas... Attention, le calendrier, il est tordu. Je recommence. Oh, enfin, merde. Attends. Non, excuse-moi, Alex, t'es en train de dire, attention, à Memphis et contre Brooklyn. Putain, non, mais les Sixers, on parle. Tu peux les prendre. Oui, mais on parle des Sixers. Oui, parce que je lisais la suite. Clippers, Rockets. Clippers, Rockets, c'est relou. Bon, après, tu vas à Détroit, à Charlotte. Là, va falloir gagner des matchs à un moment donné. Tu rejoues 2 fois Orlando. À Chicago. Non, là, il va falloir commencer à s'exciter là, le mois de décembre. Parce que là, j'étais donc en décembre. J'étais rendu en décembre. C'est-à-dire que le 1er décembre, t'es Détroit. Il faut absolument
commencer à enquiller de la win. Puis surtout qu'à la Mais limite, bon, à la limite, comment il joue? à la limite, on aurait fait un apéro jazz en disant bon, voyons voir le programme de Fort Orlando, machin. Putain, et Philippe, toi et moi, quoi, on les a foutus haut, on était en mode allez les gars, on y va. S'ils retrouvent leur groupe, je suis désolé, mais ce calendrier, ils doivent le claquer. Ils doivent non seulement retrouver leur groupe, mais ils doivent retrouver un semblant de fond de jeu aussi. C'est ça aussi le truc. Pour le moment, première excuse, donc, tu sais quoi, vas-y calendrier. Deuxième, 0 minutes totale, Embiid, Maxi, Paul George. Rien. L'opening, c'était Maxi Game, et après, c'est Paul George qui est revenu, et quand Embiid est revenu, il n'y avait pas Maxi, donc voilà, il n'y a pas. Il suffit d'un petit switch. Donc à la limite, au moins ils n'ont pas la 30e défense de NBA, ils ont la 30e attaque. Si on peut mieux mettre le ballon dans le truc orange, on va peut-être s'en sortir. Avec le retour de Maxi et un Embiid plus en forme, normalement tu vas avoir une meilleure attaque. Normalement, oui. À partir du moment où tu as Maxi et Paul George, moi je pense qu'on peut y aller un petit peu plus mollo sur Embiid, notamment comme ils l'ont prévu sur les back-to-back, puisqu'on pourra reposer la bête et s'assurer, s'il vous plaît, qu'il soit plus en forme à tout péter mi-mars que mi-novembre. Allons-y. Moi, je veux bien, à la limite, partir là-dessus. Okay. Dire, tu sais quoi, on a un plan de 3 mois là pour jouer à l'Embiid, on va le faire monter comme ça progressivement. Puisque les récentes saisons, c'était plutôt dans le sens inverse. Il va falloir aussi gagner des matchs en régulière, parce que là, avec un démarrage pareil, oui. T'as du retard de ouf, là. Et en fait, c'est là que... Je pense que cette phrase, évidemment, a fait très plaisir aux fans des Sixers sur le titre et sur la miniature magnifique réalisée par les 11. C'est qu'on peut pas vraiment tanker. Enfin... Les Sixers ont un pic top 6 qui est protégé. Si le pic des Sixers tombe en 7, c'est pour... Je sais pas. Brooklyn? C'est ça? Non. Dans le même genre. Avec qui ils ont fait des trades comme ça, là? On pense à quelqu'un qui a plein de pics. Ok, ici. C'est bon, ça. J'aime beaucoup. Je crois que c'est Thunder Protected à partir de la place 7 à je sais plus combien. Là, c'est un troll, hein, mais... De 11, t'es en rythme pour être dans le top 6. Hein. Oui, mais stop. Si t'as dépensé comme un malade avec une timeline de let's go, on était là à se dire non. Là, c'est juste un mauvais démarrage. Ce qu'on est en train de dire, c'est que comme ça va très très vite en NBA, que là, tu as déjà joué grosso modo un petit sixième de la saison, faut s'exciter là pour arriver déjà à la mi-saison avec un bilan bien plus honorable. Et commencer à entrevoir l'avantage, c'est que t'es à l'Est. Eh ben, c'est un avantage. C'est-à-dire que les mecs qui sont le top 6, regarde, tiens, bouge-moi. Le top 6, Miami est 6e aujourd'hui et n'a pas un bilan à 50%. Ils sont en 6-7. 6 victoires, 7 défaites. Très bien. Qu'est-ce que je dis? Atlanta. Putain, Atlanta, ils sont 5e. Mais mon gars, on a l'avantage du terrain en playoff. Dyson Daniels. Atlanta est 5e en 7-8. Donc ça, c'est ton avantage. C'est qu'en gros, si tu arrives à gagner 3-4 matchs de suite, tu vas tout de suite être replacé dans les équipes un peu play-in. Et du coup, tout de suite, tu vas entrevoir le top 6, qui est quand même un objectif de Philadelphie. Hein, on est d'accord ou pas? Oui. Donc, t'as raison. Faut se mettre en rythme. Faut viser le mois de mars. Faut viser l'après All-Star Break. En se disant, faut que là, tout le monde soit en forme, que Joel il soit bien sur ses deux jambes, que Paul George il commence à ressembler au Paul George qu'on a connu ces dernières années, et que Tyrese Maxey soit en pleine possession de ses moyens. Et si on a ça et qu'on monte en puissance gentiment, on va accrocher le top 6 en fait. En fait, on va l'accrocher. Et on pourra jouer les playoffs comme ça. Mais dis donc... Un peu de caractère aussi, et un peu de... Parce que le groupe, s'il revient au complet, formidable. Mais il faut qu'il y ait un alignement aussi entre les joueurs et leur coach. C'est-à-dire que là, il y a entre eux déjà aussi. Les joueurs entre eux et les joueurs avec leur coach, tout à fait. Rien que là, il y a des équipes qui ont largement moins de staff, mais qui ont un alignement coach-joueur et une structure qui a été mise en place pour que ça se défonce. Ouais. On a dit, on peut dire ce qu'on veut, mais en termes de talent, les Nets, c'est pas énorme. Mais par contre, les Nets, ça a essayé un petit peu de se défoncer sur le parquet. Et on va voir ce que ça donne avec certaines équipes. Mais il y en a qui essayent, en dépit de leur talent, de se défoncer. Là, je n'ai même pas le sentiment de fighting spirit chez des Sixers qui, pourtant, historiquement, sont quand même une franchise qui est capable de bien se tabasser. Ça, c'est historiquement. Parce que c'est historiquement, mais ça fait mal au cul. Années, bon. Ça fait mal au cul, quand même. Ça fait mal au cul de voir une franchise comme ça. Au milieu de tout ça, parce qu'on a parlé que 7 secondes 50, le leader de la course au rookie de l'année, au moment où on parle, désolé les autres, Jared McCain, qui est en train de nous faire quand même
très gros démarrage, qui lui est le rayon de soleil. Limite, j'ai envie de dire, Alex, il n'y aurait pas Jared McCain. Ah bah non, mais oui, il y aurait Gershon. Ouais, mais... Ah bah c'est toujours ça de prix. Oui, c'est toujours ça de prix, mais... Le blanc-rouge. Merci Jared McCain. Oui. Pour le moment, c'est un excellent style de draft du management, puisqu'ils l'ont récupéré dans le premier tour, mais loin du top 10 quand même, Jared McCain. Il est bon, il shoot bien, il joue intelligemment. Il propose plein de choses intéressantes. Est-ce que tu changes un petit peu tes rotations et ton groupe, même avec le retour de Maxi? C'est-à-dire, est-ce que tu as toujours Maxi, Embiid, Paul George, et on voit qu'ils sont à côté? Ou est-ce que McCain est en fait tellement fort et tellement chouette que tu as envie d'avoir Maxi, McCain, George, Embiid et qui tu veux, Caleb Martin par exemple, et comme ça en sortie de banc, tu restes avec Gershon et avec d'autres garçons? Ou est-ce que tu préfères avoir McCain en sortie de banc? McCain en sortie de banc, j'aime bien. Okay. J'aime bien. Tu mets Maxi, tu mets Paul George, tu mets Embiid. Tu peux mettre à côté d'eux. Moi, ça me dérange pas d'avoir Kelly Oubre et Caleb Martin, par exemple, dans le 5. Ça me dérange pas. Ce sont des joueurs un peu longs, un peu athlétiques, qui vont encadrer dans le sens, entourer sur le papier un mec comme Paul George. Tu as 3 ailiers, un pivot, un meneur. Maxi, Embiid et 3 ailiers. Ça me dérange pas. Et McCain, il sort du banc et il est là avec Gershon, avec l'expérience, la fameuse de Kyle Lowry. Et puis voilà. C'est ça ton noyau de 8. Non? C'est qui d'autre sinon? Noyau d'huître. Bah, il y a certains gars qui sont plus trop utilisés. Chacun a son avis sur KJ Martin. Je sais pas trop ce qui se passe avec Ricky Council. Je veux bien que les fans des Sixers me disent parce qu'il y a eu des moments hyper intéressants, notamment la saison dernière. Et je pensais qu'il serait davantage là dans la rota, mais là, j'ai peut-être pas. Alors qu'en plus, il y aurait la place là. J'ai peut-être pas tous les éléments. En minute, tout à fait. Je veux bien un peu plus de précision de la part des fans des Sixers qui suivent au quotidien nos amis de Philly, mais Council, j'aimerais l'avoir un peu plus. RC4. Non, moi je pense que c'est ça. Après, je veux pas sonner l'alarme, mais il faut vraiment vite que ça démarre parce que sinon la timeline des Sixers c'est maintenant quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont faire si on se ramène à mi-janvier et que les mecs sont toujours pas dans le top 10? Oh les gars. Et dans le top 10 et surtout qu'on ne sent pas un peu de dynamique, c'est-à-dire qu'il y a les résultats comptables, mais j'ose espérer que si la manière s'améliore, que Maxi revient avec un Paul George qui monte un peu en puissance, j'y crois. Et donc du coup ça laisse un peu de temps à Embiid pour vraiment se remettre sur pied avant de revenir sur le terrain. Moi je pense que du coup ça va forcément mieux jouer. Donc je pense qu'à partir du moment où ça joue mieux, cette équipe, vu le niveau de talent quand même qu'il y a dedans potentiellement, elle va gagner des matchs. Donc je pense que c'est là que ça commence. C'est-à-dire déjà mieux jouer, jouer plus dur, être plus concentré. Et c'est ça aussi, parce que moi, ce que je vois aussi, c'est, t'as mis le doigt dessus tout à l'heure, c'est, ok, il y a des blessés, par contre, je vois pas une équipe qui se bat. Pas trop. Pas assez. Voilà, pas assez, parce qu'il y a eu du fight, notamment Cleveland qui tabasse la concurrence. Le match contre Cleveland, c'est un beau fight avec McCain, évidemment, qui essaie de tenir et tout. McCain, il les a regardés droit dans les yeux, je trouvais ça formidable. Les matchs qui sont remportés en overtime, c'est un peu du fighting spirit, mais c'est pas assez. Et on a gardé cette règle de donner souvent les fleurs aux principaux acteurs concernés, les plus grands de la franchise. Ce sont eux aussi qui ramassent les critiques en premier. Bien sûr, c'est normal. En l'état, au moment où on parle, ni Nick Nurse, ni Joel Embiid, ni Paul George sont là où ils doivent être. Au moment où on parle. Ouais. Aucun des trois. Non, je suis d'accord. Maxi va revenir et j'ai confiance, il va faire le truc. Mais ni le franchise player Joel Embiid, ni la plus grosse acquisition, ni le coach qui a été récupéré et titré pour essayer de leur faire passer un cap, après Doc Rivers, ne sont au rendez-vous. Soit tout le monde se met au diapason. Ouais, ça c'est la merde. Soit il y a quelqu'un qui va prendre la chute, quoi. Ouais, voir le discours que tu as eu en début de saison, et en preview et en début de saison sur Milwaukee, pourrait s'appliquer là, petit à petit. Attention. Bah tu peux reconstruire autour de McCain. Entre Nick Nurse qui est saoulé, le management qui pourrait avoir envie de prendre des décisions, un Embiid qui arrête pas de se blesser et qui montre pas forcément toujours la meilleure mentalité, tu pourrais avoir des grosses décisions qui sont prises. Là c'est beaucoup trop tôt, mais avec une entame aussi dégueu, ça peut précipiter certaines choses. Tout à fait. Ça peut vraiment. Surtout qu'il y a tes lockdowns au niveau contrat, tu peux pas y toucher à tes 3 gros. Enfin, je veux dire, sauf par des trades, je veux dire, mais tu vois, sinon tu t'es coincé quoi, pour plusieurs années là. Tout à fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 matchs jusqu'à Noël.
Memphis, Brooklyn, les Clippers, Houston, Détroit, 2 fois Charlotte, 2 fois Orlando, Chicago, Cleveland, à nouveau, San Antonio et Boston. Grosso merdo. On va faire un point à Noël. Alex, où seront les Sixers à Noël? 13 matchs. Ils sont à 2-11. Faut que t'en gagnes au moins 8. Putain, mon gars. Si t'en gagnes 8, t'es en 10-16. Oui, c'est ça. T'es en 10-16. C'est pas terrible, mais c'est déjà un peu mieux. C'est-à-dire que tu serais sur une dynamique. Et il faudrait que t'en gagnes au moins 8. Et en plus, il faudrait qu'il y ait une mini-série de 3 victoires de suite ou un truc comme ça. Tu vois, un truc. Tu les vois faire 8-5 là? Peut-être, ouais. Bon, tout à l'heure, t'as dit oui, c'est pas non plus le calendrier de la mort. Moi, je disais pas ça dans le sens dubitatif. Je te pose sincèrement la question. Le 25 décembre, pour toi, est-ce que les Sixers seront en 10-16? Ouais. 10-16, peut-être 11-15. Va falloir se craquer, quoi. Faut pas se rater, faut prendre toutes les équipes un peu. Tu vas croiser des équipes qui se posent des questions aussi comme toi, va falloir les fumer. Mais on en revient toujours au même truc, c'est que pour ça, il te faut un vrai plan de jeu. Et il te faut des gros joueurs, tes stars au rendez-vous. Hein. On se réveille. Mais dans l'absolu, quand Embiid joue un peu sur ses deux jambes et que Paul George fait du Paul George avec un Tyrese Maxey à 100%, merde, tu dois battre Memphis, tu dois battre Brooklyn, tu peux battre les Clippers. De tout ça. Tu peux battre Détroit, Charlotte, faut pas déconner, quoi. Tu vois, tu peux battre San Antonio, bien sûr. Tu peux. Oh. J'adore ta phrase, qu'est-ce qui est le plus probable? Maxi de retour, c'est le plus probable, à 100%. Il est jeune, il est fort, ça va revenir. Ouais. En 2, c'est quoi? C'est Paul George qui trouve son rythme? Oui. Et en moins probable, c'est que Embiid soit à 100%. Le moins probable, c'est Embiid à 100%. C'est le franchise player. Et non seulement c'est le moins probable, mais en plus il y a du flou, comme tu en as parlé. C'est-à-dire qu'en plus, on voit pas trop. C'est-à-dire que là, on l'a vu sur le terrain 3 matchs. Honnêtement, vraiment, je le redis, ça se voit vraiment, il n'est pas prêt du tout. Et donc, en gros, la question qu'on se pose, c'est genre, ok, il faut combien de temps pour être prêt? Est-ce que Embiid, genre, en fait, bon, nous, on n'est pas des professionnels qui arpentons les arcanes des staff NBA, donc si ça se trouve, ok, il est pas prêt, mais en fait, dans 3 matchs, là, ça y est, il est prêt. Non, alors là... Non, mais moi non plus, j'y crois pas. Si dans 3 matchs, Embiid, mon gars, il est prêt de près, je vais faire genre, c'est quoi? Est-ce qu'il est sur un début de montée ça va monter en puissance, ou en fait, est-ce que vraiment, il est pas prêt, et on est parti pour plusieurs semaines encore de galère? Là, auquel cas, c'est chaud pour les Sixers. Eh ben, je le souhaite pas, parce que on en a déjà parlé plein de fois, c'est un phénomène qui mérite d'être à 100% une fois dans sa vie au moment de démarrer les playoffs. Il le mérite, mais bon. Non, mais tout à fait. Ce que je veux dire par là, c'est que là, ça me fait ultra chier. Je ne peux pas m'enlever de la tête la fin de la série face aux Knicks, la façon dont ça s'est passé là cet été avec Team USA et la situation physique dans laquelle il démarre cette saison. Ouais, tout à fait. Il y a quelque chose qui va sortir. Non, c'est pas possible. Et ce qui va sortir, ce sera ce qui va sortir. Mais je ne comprends pas. Il est mal préparé alors? Je n'en sais rien. J'ai essayé, je te jure, là quand je savais qu'on allait faire cet apéro, il est pas assez sérieux au niveau de la rigueur. Je sais pas. Il faut bien qu'il y ait une raison. Moi je pense juste pas de chance. Moi je pense il est pas. Juste fragile. Je pense qu'il y a une incertitude par rapport à ces histoires de cannes et ces histoires de jambes. Ah, de cannes. Oui, de jambes. Oui, et je ne sais pas du tout quel est l'état. On se rapproche plus du curseur Kawhi qu'autre chose. Est-ce qu'il est là? À combien de pourcents? Ah ouais, putain. Ouais. Bah voilà. Bonne semaine à nos amis fans des Sixers. Éclatez-vous bien. Ouais, et puis dites-nous surtout ce que vous pensez, sur les éléments qu'on a pu discuter, et surtout à quelle place on se pointe à Noël. Puis on se revoit le jour de Noël pour jouer Boston. Ouais, c'est ça l'histoire. Ce sera le premier des 4 matchs face aux Celtics cette saison. Oh la vache. Et puis il va falloir rejouer Cleveland, il va falloir rejouer les Knicks. C'est qu'attention, à l'Est on se fout de la gueule, mais il y a quand même 2-3 morceaux où les mecs, ils voient arriver Philadelphie, la bête blessée, ils sont chauds pour enquiller une petite victoire tranquille. Hein. Et oui, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis d'accord. C'est ça, hein. Donc non, attention. Allez, attention. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça, évidemment, courage. Et puis, évidemment, bravo pour le Curse. On espère que les Grizzlies vont pas prendre trop cher pour le match de ce mercredi soir. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao.